c'est encore pour dire que le coup d'État, ce n'est pas forcément la panacée, ce n'est pas la solution. Est-ce qu'aujourd'hui, de manière empirique, on peut dire que tel pays, ça va beaucoup mieux parce qu'il y a eu un coup d'État? Depuis 1952, on connaît des coups d'État. Depuis 1952, l'Afrique est toujours des pays du point de vue du développement, toujours à la... Surtout les pays où il y a eu des coups d'État de manière récurrente. Ça n'est pas forcément la question. On le voit aujourd'hui. Les coups d'État populistes, certains en ont parlé, où on a une onction populaire, un soutien populaire. Après quelques temps, on voit que les populations sont en train de se lasser en se disant, mais bon, finalement, ça change quoi dans notre quotidien? Pas grand-chose. Au pire, même dans certains cas, comme au Gabon, on voit que la situation s'empire du point de vue de la protection des droits fondamentaux. Alors, donc, quelle typologie? C'est un coup d'État, oui, parce que c'est une prise du pouvoir par la force, mais en réalité, qui n'augure en rien une rupture fondamentale dans la gestion. On retrouve toujours la dimension de gestion clanique qu'on reconnaissait avec la famille Bongo. C'est ça qui continue, en réalité. C'est une gestion clanique ou ethnique du pouvoir qui continue, même malgré le coup d'État. Donc, il n'y a en rien rupture, du moins jusque-là. Mamadou Mamoun Lo parlait de renforcement de la formation militaire. Oui, le renforcement de la formation militaire, pourquoi c'est important? Surtout la formation républicaine. Bon, dans le forum Paix, Sécurité, Développement, parce que je travaille en étroite collaboration avec le CHETS, le Centre des hautes défenses et de sécurité, au Sénégal. Au Sénégal, peut-être, c'est une des raisons. Ça a été compris très vite, depuis 5 ans, qu'il faut former les militaires. Il faut les former. Il faut qu'ils soient outillés scientifiquement. Et on a des militaires, mais si vous discutez avec eux, on a des militaires qui sont très bien formés et qui ne laissent pas souvent l'émotion ou le contexte prendre le dessus. Il y a toujours une réflexion. Vous vous rappelez de Abdou Diouf Abdoulaye Wade? Certains le racontent que le président Abdou Diouf, il ne voulait pas quitter le pouvoir. Et ce sont des militaires, sans faire coup d'État, qui ont dit, monsieur le président, c'est fini. De manière républicaine. Alors que peut-être ça pourrait être une réaction à chaud. Ok, vous ne voulez pas, le peuple est d'or, on va prendre le pouvoir. Alors, de manière républicaine, les militaires ont fait ce qu'on peut appeler une diplomatie militaire pour qu'il y ait une transition au Sénégal. Et ça, la formation, elle fait ça. C'est-à-dire, cette formation républicaine fait que le militaire puisse comprendre son rôle. Que son rôle, ce n'est pas forcément de prendre le pouvoir, mais d'assister la population pour avoir une alternance pacifique. Parce que c'est mieux qu'avoir une prise de pouvoir par les forces. Donc, au Sénégal, ce qui a été fait, on a créé des centres de formation. L'Institut de défense et de sécurité, le CHEDS, les hautes études et de stratégie militaire, de défense et de sécurité, qui a été mise en place par le président Abdou Diouf, je pense à l'époque, non, 2013, par le président Macky Sall, 2013. Donc ça contribue à cette formation-là, où les militaires sont formés. Parce qu'avant, on partait à Saint-Cyr en France, et maintenant, dans ces centres de formation, il y a beaucoup en Afrique qui viennent se former au Sénégal. Donc je pense que la formation républicaine, elle est importante. Parce qu'on peut avoir des coups d'État, mais bizarres, quoi. On a vu Dadis Camara, quoi. Des coups d'État vraiment qui n'ont aucune logique, où la logique, c'est j'ai les armes et je vais prendre le pouvoir, et après, c'est fini. Donc cette formation républicaine, à mon avis, elle est importante. Et vous avez évoqué quelque chose d'intéressant, la mainmise des grandes puissances. Et je suis entièrement d'accord. Là, on n'est plus dans le domaine du droit international en tant que tel, mais dans le domaine des relations internationales. Et les relations internationales, c'est quoi? C'est que les États ne font que défendre leurs intérêts. Et aujourd'hui, il se passe quelque chose d'extraordinaire. C'est pas si extraordinaire que ça, parce que ça a toujours été comme ça, le continent africain. C'est une terre de convoitise et de lutte entre les grandes puissances. Ça a été comme ça pendant la colonisation. Conférence de Berlin, convoitise, on se partage l'Afrique. Aujourd'hui, si vous regardez bien, avec ce qui se passe au Sahel, ce qui se passe dans les États où il y a les coups d'État, on voit qu'il y a une transposition des clivages idéologiques entre les grandes puissances au niveau de l'Afrique. Pourquoi? Pour contrôler. Contrôler quoi? Les ressources. Avant, c'était la France, pour beaucoup de pays d'Afrique francophone.
Mali, Niger, etc. Aujourd'hui, quelle est la couleur de ces coups d'État-là? C'est quoi le débat? C'est quoi le discours? Coup d'État de décolonisation. C'est ça. On décolonise. D'ailleurs, le Mali, la constitution, c'était on sort le français comme langue officielle, etc. Le Niger, c'était on renvoie l'ambassadeur de la France. Donc, on a des coups d'État de décolonisation. D'ailleurs, moi j'en parlais à Pemba, je dois faire une communication la semaine prochaine, ce sera à Bagdad, on ira. Bon, j'ai peur avant d'y aller, mais on ira. Mais c'est pour parler de ça, en fait, les grandes puissances et les coups d'État. Et on voit que ce terrain-là, c'est devenu quoi? Terrain d'affrontement entre ces puissances-là. La Russie, qui veut réduire l'influence de la France en Afrique. Et maintenant, comment réduire l'influence de la France en Afrique? Là, il y a un terrain fertile. Le terrain fertile, c'est quoi? Tous ces coups d'État-là, c'est des coups d'État de décolonisation et de réclamation souverainiste. Donc moi, Russie, je viens pour soutenir ces coups d'État de décolonisation, ce qui fait perdre à la France son influence, et ça a commencé. La France plus perd son influence en Afrique, notamment en Afrique francophone, et les Russes s'installent. Mais je me dis, c'est à nous, Africains, aussi de réfléchir, quoi. On parle de coup d'État de décolonisation. On fait sortir l'un pour faire entrer un autre. Est-ce que ça change grand-chose? Et cet État-là que vous faites entrer, vous pensez qu'il est là pour les beaux yeux de ce pays? Mais c'est des intérêts. C'est comme la France, c'est comme la France a toujours fait. Donc je pense qu'il y a une réflexion africaine à ce niveau-là pour dire que la solution du développement de l'Afrique, ça ne viendra jamais de l'extérieur, mais ce sont des solutions endogènes. Jamais. Que ce soit Russie, que ce soit Arabie Saoudite, que ce soit Dubaï ou quelque chose d'autre, les États, c'est d'abord leurs intérêts. Et les États vont profiter de ces situations-là. Vous avez vu la position américaine. Dans un premier temps, au Niger, qui était condamné, comme la France, etc. Après, les dessous de table, ils passent ailleurs pour... Mais pourquoi? Parce qu'au Niger, il y a des ressources naturelles, mais c'est extraordinaire. Et tous les États veulent être le premier à coopérer avec le Niger, parce qu'il y a des ressources naturelles. Maintenant, c'est nous, quoi. C'est à nous aussi. Il faut qu'on ait les bagages intellectuels et les ressources suffisantes aussi pour dire non quand il faut et pour savoir notre intérêt. Voilà. Donc, les coups d'État, tout le monde va en profiter. Il y aura toujours ces convoitises-là des grandes puissances. Donc, aujourd'hui, on voit sur le terrain africain une sorte de guerre froide sous l'ambiance de ces coups d'État-là, où on voit la Russie qui dit à la CEDEAO, comme vous êtes derrière la France, si vous intervenez au Niger, vous allez nous trouver avec Wagner. Ça va créer des conflits, mais qui va périr encore plus sur ces conflits, ce sont les populations africaines. Parce que bon, on dit que derrière la CEDEAO, il y a la France, derrière Wagner, il y a la Russie, et ce serait une confrontation Est-Ouest. Voilà. Donc, un peu, il y a cette dynamique de relations internationales qu'on voit également sur le terrain des coups d'État. Alors, rendre le droit international plus souple par rapport aux coups d'État. Le droit international semble rigide, mais en réalité, c'est souple. Ça a l'air rigide, non? Si on lit le texte. C'est fort, c'est interdit, crime imprescriptible. Mais bon, voilà quoi, crime imprescriptible, mais bon, il n'y a rien sur... Donc, ça peut sembler rigide, mais en réalité, c'est souple. Mais dire qu'est-ce qu'il faut le rendre plus souple? Moi, je dirais, est-ce qu'il ne faut pas le rendre plus rigide? Bon, enfin, c'est une question, c'est un débat qu'on peut avoir, mais le rendre plus souple, ça peut donner l'impression qu'on donne le signal à « allez-y si vous voulez », quoi. Voilà, allez-y si vous voulez, ça donne ce message-là et ça peut être dangereux de donner le signal que, bon, la dévolution du pouvoir, ça peut se faire par les élections, comme ça peut se faire par les armes. Ça donnerait ce signal-là. Parce que ce droit international privilégie l'accès au pouvoir par les élections, en disant que c'est la voie démocratique, l'accès au pouvoir par les élections. Ou les monarchies constitutionnelles, où il y a une famille héréditaire, conformément à la constitution du pays, comme on le voit dans certains pays, dans certains régimes monarchiques. Mais le rendre plus souple, à mon avis, ce ne serait pas une solution. Ce serait plutôt donner un signal inverse. Et je comprends pourquoi vous le dites, parce que vous dites que... Parce que, bon, l'idée, c'est qu'il y a des coups d'État salvateurs, quoi, qui sauvent un pays. Et surtout l'idée de l'ambivalence, parce que l'ambivalence des réactions, comme vous le voyez, bon, il y a des coups d'État où on se dit c'est une réaction à un coup d'État constitutionnel ou républicain. Par exemple, au Gabon, peut-être, si la Cour constitutionnelle du Gabon avait la même audace que la Cour suprême du Kenya, parce que vous savez, la Cour suprême du Kenya en 2017 a dit au président, ok, les élections, vous avez gagné, mais il y a beaucoup d'irrégularités, on reprend. Ça, c'est fort, quoi. Il dit au président de la République, vous avez gagné les élections, mais j'ai trouvé qu'il y a beaucoup d'irrégularités, on va reprendre les élections.
Bon, ça, vous le faites dans certains pays. Le juge qui va le faire, il ne va pas passer la nuit chez lui. Donc, vous voyez, là, cette audace-là qu'a eu le Kenya, ça a sauvé le pays. C'est pourquoi je disais toujours gouvernance, quoi. Et la gouvernance, ce n'est pas seulement l'exécutif, mais c'est aussi le pouvoir judiciaire. Le fait que le pouvoir judiciaire puisse avoir l'audace de dire non et que le pouvoir exécutif soit dans l'obligation de respecter. Comme on l'a vu au Sénégal avec la réintégration d'Ousmane Sonko dans les listes, où on voit l'administration qui dit que c'est pas je ne vais pas exécuter. Ça pose un problème de gouvernance, de séparation des pouvoirs. Au Kenya, cela a été réussi parce que lorsque la Cour suprême a dit non, on reprend les élections, le président a critiqué, mais il était dans l'obligation de se soumettre à cette décision de justice. Et après, les élections ont été reprises, etc. Et ça, parce que si ce n'était pas le cas, peut-être on irait vers un coup d'État en disant changement anticonstitutionnel de gouvernement. Au Gabon, nous savons tous que les élections qui se sont passées avec Bongo, c'est un changement anticonstitutionnel de gouvernement. Il y a eu des modifications de la Constitution avant pour faire passer le président en exercice dès le premier tour, avec une majorité relative, ce qui pose problème. Mais la Cour constitutionnelle a cautionné. On a vu des irrégularités et la Cour constitutionnelle a cautionné cela. Ce qui a conduit au coup d'État de août 2023, même si ça n'a pas changé grand-chose sur le terrain. Et je ne pense pas que ça puisse changer grand-chose. Alors, Khadi parlait de l'avenir des institutions régionales. Oui, bon, on le dit souvent, on dit que la CEDEAO, puisqu'il y a de plus en plus de coups d'État, finalement, on aura plus d'États issus de coups d'État dans la CEDEAO que d'États issus des élections, ce qui fait que la CEDEAO va devenir une CEDEAO des coups d'État. Mais bon, ce qui sauve, c'est que les régimes issus des coups d'État, souvent, sont sanctionnés et ils ne participent pas au niveau des institutions régionales. Vous avez vu, le Niger a été suspendu de participer à l'Union africaine. Les États issus des coups d'État ont été suspendus au niveau de la CEDEAO, qui ne participent pas à la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Au moins, ça sauve. Mais ça pose un problème, hein, parce qu'à côté, ils ont créé, avec l'accord de l'Iptako-Gourma, l'association des États du Sahel. Donc, ils sont des États issus de coups d'État, des régimes putschistes, qui font une association dans la CEDEAO et souvent avec les mêmes missions, notamment de défense mutuelle. Parce que dans la CEDEAO, c'est un accord de défense mutuelle. On se défend tous. Vous touchez à l'un, vous touchez à l'autre. Voilà, on se défend tous. Et là, vous voyez 3 d'entre eux qui sortent pour dire nous avons un accord de défense au niveau de la CEDEAO. Et le message, c'était de dire à la CEDEAO, si vous intervenez au Niger, juridiquement, nous avons le droit de légitime défense parce que nous avons un accord qui nous lie avec le Niger, l'accord de défense, etc. Ça pose un problème. Donc, ça pousse réellement à réfléchir sur l'avenir de nos institutions, effectivement. Et c'est une critique de légitimité. On l'a vu avec la CEDEAO, toutes les mesures que la CEDEAO a prises dans le cadre du coup d'État au Mali ou au Niger, on a vu que les populations en Afrique de l'Ouest rejettent en bloc les sanctions économiques qui ont été faites sur le Mali. Et là, de plus en plus, on voit ces organisations qui souffrent de légitimité. Et d'ailleurs, on en parle. C'est une CEDEAO des chefs d'État et pas vraiment une CEDEAO des peuples. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on a dans cette CEDEAO-là? Vous voyez des chefs d'État qui se sont maintenus au pouvoir par le biais de réformes constitutionnelles déconsolidantes. Vous parlez comme le professeur Ismaël Madior Fall, on l'a vu avec la Côte d'Ivoire, et qui est à la CEDEAO pour toutes ces décisions-là, c'est Alassane Ouattara, qui est toujours au pouvoir, avec 3e mandat, après des réformes constitutionnelles déconsolidantes. Donc on le voit. Et ça pose un problème de légitimité. C'est comme qui dirait, celui qui commet un coup d'État constitutionnel, c'est pas grave. Coup d'État militaire, vous ne pouvez pas participer à la CEDEAO. Voilà. Est-ce que vous voyez un peu le sentiment que cela laisse, et c'est pourquoi on voit de plus en plus cette CEDEAO souffrir de légitimité, notamment au niveau des populations africaines, notamment en Afrique de l'Ouest. Alors, Moussa Gueye a parlé des facteurs des coups d'État. Bon, les facteurs, je pense que j'en ai parlé dans la communication, c'est des problèmes de gouvernance, c'est des problèmes de formation, c'est des problèmes aussi d'ingérence extérieure, voilà, les relations internationales, etc. Donc il y a plusieurs facteurs qui concourent au coup d'État, et en fonction des cycles, je l'ai dit, le premier cycle c'était plus la dictature, qui était à l'origine, deuxième cycle de coup d'État dans les années 80, c'était plus la réclamation démocratique, troisième cycle, c'est les questions de sécurité, des questions de justice sociale, etc. Est-ce que le droit international est efficace pour endiguer les coups d'État, Joseph? Bon, non. Le
droit international, bon, vous savez, le droit international, quand on entre sur le débat de l'efficacité, ça pose problème, quoi. Voilà, c'est un droit qui est là et qui n'est pas forcément efficace, hein, au sens où on l'entend, cette efficacité pour endiguer les coups d'État. Et ce qui me permet de faire le crochet avec la question d'un des maîtres de cérémonie sur la question de la souveraineté. Est-ce qu'il ne faut pas revoir la souveraineté? Vous savez, c'est ça un peu la particularité du droit international et qui différencie les autres droits. C'est que c'est un droit qui regroupe des États souverains. Donc, il ne peut pas fonctionner de la même façon que le droit pénal de Ababakar. Là, vous violez la loi, on vous met en prison, hein, ou bien il y a une sanction pénale qui tombe, etc. Et l'État a les moyens d'exécuter cette sanction pénale-là. Mais au niveau international, c'est impossible parce que les États sont souverains. Le fait que les États soient souverains, et ce sont ces États eux-mêmes, pour parler comme Georges Sell, il y a un dédoublement fonctionnel. Ce sont les États qui font le droit international pour que ça s'applique à eux. Dédoublement fonctionnel. C'est un double visage. Ce sont eux-mêmes qui font la règle pour que cette règle s'applique à ces États-là. Alors qu'au niveau interne, la logique elle est plutôt verticale. C'est l'État qui fait les règles pour que ça s'applique à l'individu. Il ne donne pas forcément son accord pour que les règles lui soient appliquées. Donc vous voyez, ça ne peut pas être la même logique. Donc on ne peut pas se débarrasser du concept de souveraineté. Sinon, ça ne va plus s'appeler droit international. Ça s'appellerait peut-être un droit universel ou bien droit des gens, pour parler comme Emmanuel Kant. Droit des gens, de tous les peuples. Mais tant qu'on a des États, ce sera droit international. Et il faut composer avec la souveraineté des États. Il faut composer avec la souveraineté des États parce que c'est comme ça que le droit international fonctionne. Mais, bon, ce n'est pas inefficace. En réalité, c'est inefficace que ça. Je suis internationaliste, je ne peux pas le dire. On le voit qu'il y a toujours ce besoin de droit international. Et si vous regardez les conflits actuels, Russie-Ukraine, vous vous demandez, mais pourquoi la Russie, pourquoi Poutine essaie toujours de démontrer que ce qu'on est en train de faire, on n'est pas en train de violer le droit international. Parce qu'il y a cette idée-là de justification de nos actions par le droit international, en disant légitime défense, en disant, voilà, tout ce qui est avancé par les Russes. Pourquoi aujourd'hui, vous voyez Israël qui envoie un peloton d'avocats à la Cour internationale de justice pour défendre en disant légitime défense contre le Hamas, etc. Donc il y a aussi ce besoin de droit international, il y a des choses à renforcer, mais ce besoin est toujours là parce que qu'arriverait-il s'il n'y avait pas un droit international dans les relations entre États? On serait dans une jungle, même si le monde actuel s'apparente à une jungle également. Voilà, et le DIDH, bon, l'Afrique est-elle constitutionnellement maudite? Bon, ça, je voulais vous-même répondre à cette question. Hein. Le DIDH met-il l'accent sur la question des coups d'État? Peut-être pas directement, oui, indirectement. Indirectement, parce que le droit international des droits de l'homme, c'est un droit qui repose sur la libre participation de l'individu, le respect des droits politiques et le respect des droits civils et politiques. Donc, en promouvant le respect des droits civils et politiques, le droit international des droits de l'homme ne se satisfait pas ou ne se suffit pas, ne se range pas dans le côté de promouvoir les coups d'État, parce que les coups d'État ne permettent pas forcément de faire respecter ces droits civils et politiques. Ces droits civils et politiques, c'est quoi? Liberté de candidature. Même si dans des régimes qui ont des coups d'État, la liberté de candidature n'est pas forcément garantie. Ousmane Sonko n'est pas candidat. Bassirou Diomaye Faye peut-être ne le sera pas. On n'est pas un coup d'État, mais c'est ça les droits civils et politiques. Le fait qu'un Sénégalais qui jouit de tous les droits civils et politiques puisse être candidat aux élections présidentielles. Mais bon, on voit que même dans un régime qui n'est pas de coup d'État, on voit que ces droits ne sont pas tout le temps respectés. Il y a toujours les bâtons qui sont mis dans les roues et surtout parfois en déphasage avec des décisions de justice. Alors, oui, et on le voit dans la décision de la Cour de justice de la CEDEAO sur l'affaire Mohamed Bazoum. Et là, c'est une juridiction de droits de l'homme, Cour de justice de la CEDEAO, qui interprète les textes de droits de l'homme. Et là, la Cour de justice nous dit que le fait de séquestrer Mohamed Bazoum par le régime putschiste, ça constitue une violation de ses droits, liberté d'aller et de venir, etc. Donc, vous voyez là la corrélation régime putschiste et droits de l'homme. Donc, la corrélation, elle est là, la relation, elle est là. Le droit international des droits de l'homme, c'est un droit qui, en réalité, ne peut se promouvoir que dans un régime démocratique, de liberté, etc. Et un régime de coup d'État, c'est la réduction des droits et libertés. Alors, c'est une question philosophique. Hein. Vous avez parlé d'Abdou Aziz Diouf, je sais qu'il est un philosophe du droit, le professeur Abdou Aziz Diouf. En établissant la Constitution, est-ce qu'il ne faut pas
appelez le mécanicien, le tailleur, etc., tout le monde. Oui, la Constitution n'est pas la chose des juristes. La Constitution n'est pas la chose des publicistes. La Constitution, c'est la chose de tous. Et d'ailleurs, c'est pourquoi j'invite tout le monde. Nous avons créé l'Association de droit sénégalaise de droit constitutionnel, qui s'appelle ASDC. Et on va travailler, on va vous inviter, le cercle des publicistes, on va travailler avec tous les cercles des étudiants en publicité privatisée dans toutes les universités du Sénégal. Parce que l'idée, c'est ça, c'est que la Constitution soit au service du citoyen. Et souvent, on a cette vision ésotérique de la Constitution, comme c'est quelque chose, c'est l'apanage des juristes, c'est eux qui en parlent, alors que ça ne doit pas être le cas, parce que c'est le pacte social, le contrat social dont parlait Rousseau. C'est notre Constitution qui est la loi fondamentale. Et pour faire la Constitution, et je vous le dis là, pour faire la Constitution, ce n'est pas seulement des juristes, hein, on a une très bonne Constitution. Pas celle qui est en vigueur là. On a une très bonne Constitution, qui est un tiroir. La Constitution qui a été proposée par le CNRI, dirigée par Amadou Mokhtar Mbow, les assises nationales qui ont été faites avec le CNRI, on a une très belle Constitution. Si vous lisez cette Constitution-là, vous vous dites, mais pourquoi cette Constitution, elle est belle? Parce qu'elle n'a pas été faite que par des juristes. Il y avait des sociologues, il y avait des économistes, il y avait toutes les couches de la société, il y avait des marabouts, il y avait des imams, il y avait toutes les couches de la société, les assises nationales, pour discuter de notre contrat social et faire une constitution. C'est dans cette constitution, par exemple, qu'on retrouve qu'on ne peut pas être chef d'État et chef de parti. Mais lorsque le président Macky Sall est venu, il a repris quelques aspects dans sa réforme de 2016, mais pas toute la constitution qui a été proposée par les assises nationales. Pardon? Non, la constitution dont je parle, la CNRI, ce n'était pas entré en vigueur, c'est les assises nationales. Ils avaient proposé un projet de constitution, le CNRI. Je ne sais pas comment ça s'appelle, CNRI, ou Commission nationale de réforme des institutions. Ils ont proposé une constitution. Et le président Macky Sall s'était engagé, quand il était candidat aux élections présidentielles, que quand il sera président, il va proposer cette constitution-là au peuple. Bon, maintenant, il y a les réalités du pouvoir. Il est arrivé, bon, il a regardé cette constitution en se disant « Ah, ça diminue mes pouvoirs. Donc, je ne vais pas tout prendre. » Donc, c'est la réforme de 2016. Il a pris quelques points qu'il a proposés pour réforme. Si vous lisez un peu l'ouvrage d'Ismaël Madior Fall sur la révision constitutionnelle de 2016, il en parle amplement en disant que le président n'a pas repris toute la constitution qui a été proposée par le CNRI, parce que c'est une constitution en réalité qui réduit les pouvoirs du président de la République. Et équilibre les pouvoirs, qui crée une cour constitutionnelle autonome, indépendante, qui dit que le président de la République ne peut pas être chef de parti, etc. Et ça a été fait par toutes les couches de la société, avec à l'époque l'absence du président en exercice qui était Abdoulaye Wade. Donc vous voyez, quand la commande ne vient pas du président de la République, mais ça vient de toutes les couches de la société, on fait une très belle constitution. Et aujourd'hui, l'une des meilleures constitutions en Afrique, c'est la constitution sud-africaine, 1996. Comment cette constitution a été faite? C'est au lendemain de l'apartheid. Il y a une commission et toutes les couches de la société étaient représentées. Et c'était transmis en direct à la télévision nationale. Les discussions. Que ce soit des sociologues, mécaniciens, ouvriers, etc. Chacun donnait son avis sur toutes les dispositions de cette constitution. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on entend? Et aujourd'hui, on dit en Afrique, l'une des meilleures constitutions, la constitution la plus progressiste au monde, c'est la constitution sud-africaine. Parce qu'elle a été faite de manière consensuelle. Donc voilà, au Sénégal, on l'a fait, mais c'est dans les tiroirs. Ça dort encore dans les tiroirs. Et peut-être c'est l'un des chantiers du futur président de la République. Parce que notre constitution de 2001, qui est encore en vigueur, mais je m'excuse, mais c'est une constitution périmée, qui n'est pas en phase avec l'évolution de la société, qui n'est pas à la mode. Si on regarde les autres constitutions, regardez le Kenya, regardez la constitution sud-africaine, regardez la nouvelle constitution du Mali, c'est plus en phase avec l'évolution de la société, plus endogène, etc., que notre constitution de 2001, qui n'est rien d'autre que la reprise des anciennes constitutions, de la constitution française de 1958. Voilà. Donc je suis entièrement d'accord avec vous. Pour faire une bonne constitution, pour faire une belle constitution, il faut une synergie d'ensemble, un consensus national. Au Bénin, pareil, les conférences nationales en 1990, ça fait qu'aujourd'hui en Afrique francophone, on dit que la meilleure constitution en Afrique francophone, c'est la constitution du Bénin. Pourquoi? Parce qu'au Bénin,
1990, c'était tabula rasa. On reconstruit, nous tous ensemble. Et voilà comment la construction a été faite, a été produite. Donc, une construction faite dans cet esprit-là est forcément meilleure qu'une construction qui a été faite, commandée par un président de la République. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de toutes les questions. Et pour ne pas... Voilà, il est presque 13 heures. Et il reste le droit pénal. Hein, je pense que je vais m'en arrêter là. Merci. Oui. Oh, enfin, c'est eux qui... Je ne sais pas. Je pense que je suis dans ma classe et je suis juste invité. Hein. On va laisser vous déjeuner et ensuite... Ouais. Oui, allez-y. J'ai entendu une question. Donc, est-ce que le coup d'État nécessite d'exister? Et voilà. Moi, je dis, je pense qu'il y a la démocratie. Là, ça sera impossible. Parce qu'il faut savoir que la démocratie a entraîné la règle de la minorité, pas la majorité. Or, les coups d'État sont généralement mal gouvernés. S'il vous plaît. Très bien. Alors, il faut savoir que les révolutions, là, le fait que la population se lève pour prendre le pouvoir, c'est ce qui a démocratisé le monde. Hein. C'est ce qui a amené... Parce qu'avant, on avait les empereurs, les rois. Et qu'est-ce qui a amené la démocratie? C'est des coups d'État civils. Révolution française de 1789, la population s'est levée, a combattu le roi pour dire qu'il faut qu'il y ait de la démocratie, il faut qu'il y ait le respect des droits de l'homme. Donc, voilà, c'est les coups d'État qui ont amené la démocratie. Maintenant, vous êtes en train de nous dire que maintenant, c'est la démocratie qui amène les coups d'État. On est dans le chemin inverse. C'est possible, hein? C'est possible. Mais ça, c'est plus la démocratie. Quand un homme s'accapare de tout le pouvoir, ça ne devient plus de la démocratie. Ça devient de l'oligarchie, ça devient de la dictature, ça devient autre chose que de la démocratie. La démocratie, un homme ne peut pas s'accaparer de tout le pouvoir. Bah, c'est ça le sens de la démocratie. C'est le pouvoir au peuple. Pouvoir au peuple. Ce qui veut dire que c'est une démocratie biaisée, c'est une démocratie instrumentalisée. Au nom de la démocratie, on détourne et on se retrouve dans des régimes de dictature. Il y a dans beaucoup de pays en Afrique où le label c'est démocratie parce que c'est venu par les élections, mais la démocratie ne s'arrête pas aux élections. C'est au jour le jour. C'est-à-dire qu'on a cette conception en Afrique, et c'est le cas au Sénégal, on dit vitrine démocratique. Pourquoi? Parce qu'on a... Mais ça, c'est le début de la démocratie. Mais la démocratie, ce n'est pas les élections. C'est le respect des droits fondamentaux. C'est le respect des décisions de justice. C'est le fait de pouvoir se soigner. C'est le fait de pouvoir se nourrir. C'est le fait de... Voilà, c'est au jour le jour. C'est le fait de lutter contre la corruption. C'est la bonne gouvernance. C'est la reddition des comptes. C'est celui qui vole l'argent public doit rendre des comptes. C'est ça la démocratie. Et ça, c'est tous les expressions de la liberté d'opinion. C'est pas seulement au moment des élections. Maintenant, au Sénégal, on a cette conception qu'on est une démocratie parce qu'on fait des élections. Mais ça ne s'arrête pas là. Et après les élections, il y a quoi? Il y a de la démocratie dans le respect des droits. Bon, débat plus difficile. On pourra poursuivre la discussion. Voilà, merci beaucoup encore une fois. En tout cas, on n'attendait pas moins de... Sinon, on a été bien serré. Maintenant, les organisateurs, puisque les serrés comme amis, on va faire une petite pause, ça fait 5 minutes. Les gens vont réfléchir. Le temps que
Très bien. C'est bon, les 7.